Eh bien, rebonjour à tous. Merci d'être toujours présents. On espère que vous avez bien profité de la pluie pendant la pause. On va se parler de fidélité. Alors, fidélité en marketing, hein, juste gérer les attentes de l'audience. Merci à Virginie, Isabelle et Rodolphe d'être avec nous. On a 3 panélistes d'enfer pour cette table ronde sur les programmes de fidélité. Alors, bonjour Virginie. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeure des universités, intervenante à Polytechnique également et spécialiste de l'expérience client et des programmes de fidélité. On a hâte de vous écouter. Sinon, on va se le passer. Voilà, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour Isabelle. Pareil. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes une papesse des programmes de fidélité, plus de 22 ans chez Air France. L'expérience d'Isabelle, pour que ça soit clair pour tout le monde, ça a été, entre autres, dans une longue carrière, la responsable du programme de fidélité d'Air France Flying Blue et la responsable, dans une autre partie de votre carrière, des programmes de fidélité d'Accor. Donc on s'est dit que pour se parler de programmes de fidélité, Air France et Accor, c'était pas mal comme référence. On a hâte de vous écouter également. Merci encore d'être là. Et puis bonjour Rodolphe. Rodolphe, c'est le directeur marketing de Generali en France. Et tu as développé, et j'imagine que tu vas nous raconter ça, une approche qui n'est pas exactement un programme de fidélité, mais qui pour autant a beaucoup des attributs d'un programme de fidélité pour essayer de gérer entre autres l'attrition de tes clients chez Generali. Exactement. On essaie de s'y approcher du moins. Eh bien, merci beaucoup. Alors on va attaquer. Première question. D'abord pour Rodolphe. En quoi est-ce que les programmes de fidélité reviennent sur le devant de la scène comme un outil de collecte first party ? Alors à cette question, je pense un peu le trublion de l'histoire, parce que Generali, on n'a pas de programme de fidélité. Et grâce à toi, grâce à Numberly, je me suis posé quand même quelques questions, parce que je me suis regardé un peu plus loin. Et au final, en assurance, vous regardez, à moins que je me trompe, il n'y a pas de programme de fidélité. Il n'y en a pas. Aucune compagnie ne dispose de programme de feed. Et en plus, quand on a évoqué juste en amont Flying Blue, on ne peut pas considérer que certains petits programmes cadeaux en soi. Et la question du pourquoi, au final, on n'en a pas. Je pense que la première, déjà, c'est un déficit d'affect. L'assurance, on va pas se mentir, on a quand même un déficit d'affect sur le grand public. Et donc, est-ce qu'on crée réellement des programmes de feed avec des marques sur lesquelles on n'a pas d'affect ? Ça reste du programme cadeau, mais pas franchement de la fidélité potentiellement. Le deuxième point, c'est que pour répondre à ta question sur données first party, je dirais qu'in fine, un assureur n'a pas besoin, parce que nous, à la souscription, à l'achat, on collecte toutes ces données-là, voire même bien plus de ce qu'on peut considérer comme du first party, comme des données de surface financière et autres. Donc, dès l'entrée en relation, on collecte une très grosse source d'informations. Et je dirais le troisième point, c'est que les produits d'assurance, et notamment les produits d'assurance que tout le monde dispose, de l'auto, de l'habitation, ceux qui sont imposés par la loi, au final, ces produits-là sont par tacite reconduction, donc mécaniquement fidèles. Et donc, si je vais voir un peu plus loin, si je regarde sur mes clients, mes high-value customers, j'ai un taux de feed sur eux en moyenne de 95%. Et sur les 5% qu'on perd, je dirais qu'il doit y en avoir 2 à 3% qui sont liés à du décès. Donc, c'est très ironique, mais c'est le cas. Donc, in fine, notre problème, au final, il n'est pas sur un enjeu de programme de fidélité, mais beaucoup plus sur un enjeu de programme relationnel, pour recréer cet affect, pour recréer du lien et régénérer de l'interaction. Merci beaucoup. Alors en ce qui nous concerne, j'ai bien compris, grâce à la première table ronde, l'intérêt de la collecte des données first party. Je veux juste refaire un peu d'historique sur comment sont nés les programmes de feed dans le transport aérien notamment, parce qu'au départ, ce n'était pas une question de collecte de data. C'était au moment de la dérégulation aux États-Unis, où les compagnies aériennes se sont lancées dans des guerres tarifaires parce qu'elles pouvaient à ce moment-là commencer à faire un peu ce qu'elles voulaient. Et il y en a une qui s'est dit on va dans le mur et donc on va créer quelque chose en plus
pour faire la différence avec nos concurrents. C'était American Airlines et c'était le premier programme de feed aérien qui est né. Les autres ont tous suivi et bien évidemment, la collecte des données est arrivée de facto et a permis surtout à toutes ces compagnies de découvrir qu'elles avaient des niches de clients qu'elles ignoraient jusque-là parce que à l'époque, vous étiez un bon client parce que vous voyagiez en première classe et puis peut-être un moins bon client parce que vous voyagiez en classe économique. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de voyageurs fréquents en classe économique et donc ils ont créé les fameux statuts Silver, Gold, Platinum qui leur ont permis ensuite de donner les bénéfices relationnels dont on parlera tout à l'heure aux meilleurs clients parce qu'on a un motto dans les programmes, en tout cas chez Accor, c'était « Loyalty is not democracy ». On ne peut pas donner tout à tout le monde. Et donc, effectivement, la collecte des données, ça permet la segmentation et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question. On va commencer par Virginie. Petit accent scientifique et académique à cette question. En quoi est-ce que les programmes de fidélité sont des catalyseurs des bénéfices relationnels ? Alors je dirais qu'il est loin quand même le temps où effectivement dans les anciens programmes de fidélité on considérait que c'était des bénéfices transactionnels qu'il fallait développer en donnant un certain nombre d'incentives qui allaient agir sur des indicateurs purement comportementaux de type voilà, les dépenses moyennes, la fréquence des achats, peut-être la fidélité dans le temps. Finalement, aujourd'hui, on considère qu'un programme de fidélité, c'est avant tout une coquille, c'est une structure qui va permettre d'organiser un programme, de le penser dans le temps et peut-être d'être présent et d'accompagner le client à chaque moment de vie tout au long de son parcours. Donc on est sur des dispositifs qui vont être beaucoup plus englobants, beaucoup plus larges. Thibaut y faisait référence dans l'introduction tout à l'heure, effectivement, où l'idée c'est de passer de programmes de fidélité qui avaient vraiment des objectifs uniquement comportementaux à des objectifs plus longitudinaux qui s'inscrivent dans le temps et qui permettent de développer des indicateurs voilà, dont on sait qu'ils sont vraiment capitaux pour la fidélité, notamment l'engagement, l'attachement à la marque, la confiance, la satisfaction, avec des leviers beaucoup plus émotionnels du coup, hein, et des bénéfices plus émotionnels que tangibles et monétaires. Vous avez, pour ceux d'entre vous dans la salle qui ne le connaissent pas par cœur, alors vous ne voyez pas tout à fait jusqu'en bas du slide, mais la catégorisation qui a été faite par Mimouni de toutes les typologies de bénéfices. Et Pierre Vol, qui est dans la salle. Pardon, merci Thibaut. Avec la catégorisation entre les bénéfices utilitaires, hédonistes, symboliques et sociaux, et pour lesquels de nombreuses marques se posent la question de lesquels de ces bénéfices est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai besoin de mettre en avant, lesquels est-ce que je suis capable d'aller proposer à mes clients, et comment est-ce que, pour revenir à ce que tu disais à l'instant, l'articulation entre ces différents bénéfices permet de créer un programme qui soit cohérent. Et peut-être, si tu me le permets, j'aimerais bien rebondir aussi sur le mot catalyseur que tu as utilisé, parce que je trouve que ce mot est particulièrement bien choisi. En fait, on sait aujourd'hui que les programmes sont un catalyseur au sens propre. Hein. Un catalyseur, à la base, c'est ce qui va déclencher une réaction chimique. Et en fait, on sait aujourd'hui que les programmes de fidélité sont à ce point bien installés dans le panorama des consommateurs et des marques qui jouent un rôle de catalyseur, au sens où c'est un raccourci cognitif. Quand on parle d'un programme de fidélité, finalement, le consommateur, il va tout de suite inférer tout seul les bénéfices auxquels il peut avoir. Et notamment, nous avons en cours actuellement une recherche avec Aïda Mimouni, ma collègue de l'Université de Cergy-Pontoise, qui est l'auteur de cette catégorisation avec Pierre Vol. Et effectivement, dans cette recherche, on montre que justement, le mot même programme de fidélité est associé à une image mentale. C'est un concept à part entière qui appelle dans l'esprit des consommateurs un certain nombre de bénéfices. Et au premier rang desquels, des bénéfices monétaires, mais aussi des bénéfices de l'ordre du traitement préférentiel ou des bénéfices voilà, de plus symboliques, plus émotionnels, qui sont attendus des clients. Voilà. Merci infiniment. Isabelle, votre avis? Alors oui. Alors d'abord, je suis très impressionnée par la façon dont Virginie conceptualise tout ça. Je suis totalement incapable de schématiser les choses de cette façon. Dans le travel, les bénéfices relationnels sont venus très vite, notamment parce que ça correspondait aux attentes des meilleurs clients.
Donc, dans les compagnies aériennes, c'est l'accès au salon. Pour les compagnies américaines, c'est l'upgrade quasiment systématique s'il reste encore de la place. Chez Accor, on a aussi mis en place un certain nombre de bénéfices relationnels attachés toujours aux différents statuts, parce que c'est important aussi d'avoir une forme de lisibilité pour les différents clients et d'avoir toujours cette incentive à vouloir grimper en statut. On a eu une expérience intéressante chez nous. Vous savez qu'on a intégré énormément de marques récemment. Et puis, le début de l'expansion d'Accor sur les nouvelles marques s'est fait avec l'acquisition de Fairmont, Raffles et Swissôtel, qui étaient donc, c'était les premières marques de luxe réellement dont Accor faisait l'acquisition. Et au moment de l'intégration de Fairmont, on a eu des débats, il y avait des grands débats au sein de l'entreprise, parce que Fairmont, qui n'avait pas un programme à points, considérait qu'ils avaient un programme relationnel et que le programme d'Accor, qui à l'époque s'appelait le Club Accor Hotel, qui était un programme à points, était un programme exclusivement transactionnel. Et en fait, quand on regardait la structure des programmes et les bénéfices que les clients appréciaient le plus chez Fairmont, c'était quoi? C'était les nuitées gratuites, les upgrades, qui quelque part sont quand même des bénéfices à un moment donné transactionnels, même s'il n'y a pas le point. Donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour tuer le côté non mais dans le luxe, le transactionnel ne marche pas. On sait que, en tout cas dans le travel, il faut du transactionnel, il faut du relationnel, il faut une dimension émotionnelle qu'on a lancée plus tard avec Hall, et que c'est la combinaison de tous ces facteurs qui font un programme puissant et efficace. Merci beaucoup. Rodolphe, un avis? Moi, je reste pantois face aux différents bénéfices, parce que je dirais que l'assureur, lui, reste dans le bénéfice utilitaire, voire gain monétaire. Je réfléchis depuis tout à l'heure à comment tirer vers l'hédonisme, mais l'assurance, mais c'est un peu plus compliqué. J'aurais tendance à penser que nous, notre enjeu relationnel, il est essentiellement lié derrière ces bénéfices au final, et quand on le regarde sous le prisme compagnie, à réussir à poser, je rebondis sur vous, sur des biais cognitifs, et qu'in fine, l'enjeu de régénérer du relationnel, parce que si vous reprenez votre relation avec votre assureur, je peux demander tout le monde dans la salle, si personne n'a vécu un sinistre, est-ce que vous avez eu une relation avec votre assurance cette année? Non, voilà. Si vous n'avez pas eu besoin de souscrire un contrat emprunteur, renégocier votre contrat emprunteur, pas de sinistre, aucun bénéfice relationnel, aucune relation tout court vous avez pu avoir. Et il est là notre enjeu, et on y reviendra, mais ce à quoi on travaille avec Numberly, c'est de pouvoir régénérer cette relation. Et pourquoi on veut la générer? Parce que comme je disais en intro, nous, la fidélité, elle est quand même potentiellement un peu native. Mais quand ça rupte avec le client, tout part, on doit l'anticiper. Et ce qui nous guide, malheureusement, c'est le rapport qualité-prix, le fameux value for money. Et que mécaniquement, vous avez vu que votre contrat d'assurance, chaque année, augmente. Je ne rentre pas dans le débat, je tiendrai un petit stand à l'extérieur si vous avez besoin que je vous explique, c'est normal, mais il augmente. Donc ça fait que mécaniquement, chaque année, votre rapport qualité-prix décroît. Parce que rarement nous ristournons les contrats. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte de rapporter du value for money pour pas atteindre un seuil d'élasticité où au final on a une rupture avec le client et donc une résiliation. Et donc il est là l'enjeu relationnel, c'est de rajouter et en fait de nourrir du value for money parce que chaque interaction, chaque contact montre qu'on génère du value for money et donc de maintenir ce rapport qualité-prix. Et bien évidemment, plus l'interaction sera à valeur, plus le value for money sera important. Voilà, je synthétise. Eh bien, merci beaucoup. Ça nous amène à la question suivante, qui est dans les programmes de fidélité, quelle composition ou quelle combinaison est-ce qu'on devrait pouvoir trouver entre la dimension transactionnelle et la dimension émotionnelle? Isabelle, peut-être? Alors, en ce qui concerne le travel, la dimension transactionnelle, elle est indispensable. Enfin, il y a des codes qui ont été mis en place par les précurseurs, et tout le monde a suivi ces codes. Et Accor, qui a lancé son programme assez tard, parce qu'Accor a lancé son programme
finalement sous la forme actuelle, c'est-à-dire multimarque, multi-pays, en 2008, même si Alix Boulnois l'a dit en début de séance, on a changé de nom, on l'a revampé en 2019 avec Hall, Accor Live Limitless. Mais 2008, c'était très tard par rapport aux autres programmes, nos concurrents avaient tous lancé des programmes dans les années 80. Et donc, on a suivi les codes. On a été précurseur sur une chose, c'est que le côté transactionnel dans tous les autres programmes générait beaucoup de frustration parce qu'il était lié au revenue management et à la disponibilité. C'est-à-dire que quand vous vouliez prendre un billet d'avion gratuit ou une chambre d'hôtel, c'était lié à la disponibilité qui était donnée par les revenue managers, soit des hôtels, soit de la compagnie aérienne. Et Accor a eu ce coup de génie qui était de dire on va monétiser nos points, et 2000 points égale 40 € va être notre promesse de base. Et du coup, on a créé un programme avec une lisibilité complète pour le client sur le côté transactionnel. Ensuite, le côté relationnel, c'était les bénéfices, comme je vous l'ai expliqué, avec les différents statuts. Et puis, avec le lancement de Hall, on a développé toute une palette d'expériences qui sont accessibles uniquement avec des points. Donc, il reste une dimension transactionnelle. Mais lorsque vous avez un Brésilien qui vient de Rio avec son fils pour qu'il rentre en tenant la main des joueurs du PSG, voilà, on crée là un moment d'émotion pour le père, pour le fils, qui font qu'on sait que leur fidélité est acquise pour longtemps. Ça me rappelle une pub qui disait « Il y a des choses qui ne s'achètent pas ». Mais c'était pas vous, c'est une autre marque. Virginie ? Oui, alors moi je vais répondre à cette question avec mon regard académique, de savoir si on doit faire plutôt de l'émotionnel ou plutôt du transactionnel. Et en fait, alors j'aimerais bien apporter une réponse tranchée, mais en fait la vraie réponse c'est sans doute, ça dépend en fait. La littérature, en fait, ça fait 20 ans qu'elle essaye de trancher sur le fait, voilà, est-ce que c'est mieux de donner plutôt des avantages tangibles, monétisables, voire du cashback et des choses très monétaires ? Est-ce qu'il vaut mieux faire des choses plus symboliques autour de la reconnaissance, etc. Et en fait, finalement, la vraie réponse, c'est que ça dépend à la fois des objectifs qui sont donnés, des objectifs de la marque lorsqu'elle met en place son programme, et puis ça dépend aussi de l'image de la marque. Alors, les objectifs, pourquoi ? Parce qu'on sait bien, on a des expériences assez concrètes qui montrent qu'on ne va pas générer les mêmes comportements. Donc, si vous donnez du transactionnel, ça va être plutôt autour du court terme. Vous allez générer des effets d'opportunisme où les clients vont se saisir de l'opportunité d'avoir un cashback ou un code promo ou une réduction pour avoir un comportement immédiat. Mais on sait que ça ne va pas générer, ça ne va pas aller bouger des indicateurs de confiance, d'attachement, qui pour autant sont très importants. En revanche, si vous donnez des avantages qui sont effectivement de l'ordre qu'évoquait Isabelle, avec l'émotionnel, avec le symbolique, là, on voit ces indicateurs bouger. Et donc, c'est plus intéressant à long terme. Donc, en fait, la vraie question, c'est voilà, quelle est l'orientation que souhaite se donner la marque ? Est-ce qu'elle a des enjeux à court terme ? Est-ce qu'au contraire, elle veut développer quelque chose dans le temps ? Alors, souvent, c'est un équilibre qu'on va rechercher. Et donc, d'où l'alliance des deux, qui ne vont pas travailler la même chose, en fait, qui ne vont pas travailler les mêmes leviers. Et puis, voilà, je dirais qu'au-delà de cette orientation court terme ou long terme, il y a aussi des enjeux de cohérence avec l'image de la marque. Une marque qui a une image très fonctionnelle, très utilitaire, très pratique, c'est plutôt des avantages monétaires qui vont finalement être pertinents, ou en tout cas des avantages fonctionnels qui vont apporter ce côté, qui vont renforcer ce côté pratique et venir en soutien de l'image de marque. Il est certain que pour une marque qui est aspirationnelle, peut-être dans le luxe, ou effectivement qui a des enjeux forts où les clients ont envie d'être associés à l'image de marque et peuvent se sentir finalement fiers de faire partie de ce cercle de clients privilégiés, là on peut aller vers des choses plus symboliques, plus émotionnelles, qui seront cohérentes avec les attentes des clients.
Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Rodolphe tout à l'heure, auquel je suis particulièrement sensible. C'est vrai que quand on est un assureur, la question c'est voilà, est-ce qu'on a envie d'être dans le club des clients premium, des très gros clients d'un assureur? Je ne suis pas sûre non plus. Donc voilà, il ne faut pas nécessairement se dire qu'on va chercher l'émotionnel partout, qu'on va chercher à mettre des bénéfices hédoniques et de divertissement partout, parce que tout simplement, on n'attend pas de son assureur d'être diverti ou d'avoir voilà, une sorte de gamification. Voilà, je crois qu'il y a aussi des enjeux de cohérence avec les objectifs et l'image de la marque. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, Virginie, nous, chez Accor, on est un programme qui couvre plus de 40 marques. Et donc, en fait, il n'y a pas que le programme qui doit faire le job. Les marques aussi, les hôtels doivent faire le job. Et on a une chance inouïe, c'est que les clients, ils sont dans nos hôtels, ils sont au contact de nos équipes. Et donc les équipes aussi, si tant est qu'on arrive, et ça, honnêtement, je vais être très honnête, on ne l'a pas complètement craqué, elles peuvent jouer un rôle pour rendre l'expérience client, en faire quelque chose de vraiment waouh, à partir du moment où on a les bons outils de personnalisation qui permettent de partager la connaissance client avec ses équipes. Et donc, la combinaison, le programme, la connaissance client et l'expérience client en hôtel, ça peut vraiment faire un effet waouh, à condition qu'on arrive effectivement à partager cette connaissance, à former les équipes, et à faire en sorte que, que tout ça fonctionne bien ensemble. Merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante, j'en profite pour vous partager la slide qui est derrière nous, qui est le modèle Tetraclass de Sylvie Liossa, donc qui est pas directement lié au programme de fidélité, mais qu'on trouvait intéressant d'illustrer maintenant. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ne le connaissent pas, si je vous fais la version archi simple du modèle en 1 minute, ça consiste à dire qu'il y a en fait plein d'éléments de satisfaction ou d'insatisfaction dans la consommation d'un produit ou d'une expérience, et qu'il y a des éléments qui sont plus basiques ou plus fondamentaux que d'autres. Donc exemple type, je bois un café en terrasse, je pourrais être satisfait ou pas de la qualité du café, de la propreté de la tasse, de la petite noisette ou chocolat à côté, du sourire du serveur ou de la serveuse, etc. etc. Et tous ces éléments-là sont évidemment constitutifs de la satisfaction, mais ils n'ont pas la même hiérarchie de valeur. Exemple absolument évident, si la tasse est très belle, que le serveur ou la serveuse est charmant, que vous êtes super bien positionné, mais que le café est moyen dans une tasse qui manifestement n'a pas été lavée, ce n'est pas certain que vous soyez extrêmement satisfait. Et donc c'est super de créer des effets waouh, à condition que les sous-jacents soient tous très très propres, au propre que vous figurez. Si on revient à notre sujet sur les programmes de fidélité, de nouveau question pour Isabelle. Vous avez parlé justement des codes il y a 3 minutes. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que les codes des différents programmes de fidélité de son secteur propre? Alors, quand on arrive à craquer un sujet d'insatisfaction client, et en fait, pourquoi est-ce que Accor justement a lancé cette promesse qui était 2000 points égale 40 €? Parce que aucun autre programme ne l'avait fait jusque-là. Et d'ailleurs, ils sont tous passés à des modèles, alors sans aller jusqu'à la full, la transparence complète de la valeur de leur mile ou de leurs points, mais ils sont tous passés sur des modèles de rédemption de cash plus points, ou en tout cas beaucoup de compagnies aériennes sont repassés là-dessus, et les hôteliers aussi. Mais en fait, comme ils ont tous lancé leur programme plus ou moins en même temps, ils ne se sont pas rendus compte de la frustration qu'ils allaient générer chez les clients, justement, de dire, voilà, un client qui voyage beaucoup, et nous on le voyait chez Flying Blue, qui voyage énormément, qui économise ses miles, et puis qui veut les utiliser pour aller à Maurice à Noël. C'est juste très compliqué. À l'époque, maintenant ils ont changé, mais à l'époque c'était très compliqué. Vous ne pouviez pas trouver le 20 décembre un billet pour aller à l'île Maurice avec vos miles. C'était juste pas possible. Vous pouviez aller à Chicago. Alors là, Chicago, au mois de décembre, il n'y a pas de problème, il y avait plein de places. Mais Maurice, c'était pas possible. Et donc, Accor, au moment où ils ont lancé le programme en 2008, s'était rendu compte de cette frustration-là, et ils ont donc lancé cette promesse très transparente, 2000 points égale 40 €. Maintenant là, ça allait dans le sens du client.
s'affranchir des codes. Il y en a qui en sont revenus. Global Hotel Alliance, qui avait un programme où justement qui n'était que relationnel, il n'y avait pas de transactionnel. Ils ont refondu leur programme, ils ont remis du transactionnel. Et donc, s'affranchir complètement des codes, ça peut aussi être une prise de risque, parce que si vous revampez un programme et que vous retirez des choses qui existent, vous prenez quand même un risque. Donc, c'était Jeff Robertson qui gérait le programme de Delta Airlines. Ils avaient un bénéfice, je ne sais plus lequel c'était, mais qui était très peu utilisé, mais qui était un peu emblématique. Et quand ils l'ont retiré, ça a fait un bad buzz auquel ils ne s'attendaient pas du tout, parce que le bénéfice était très peu utilisé. Mais le fait de le retirer a eu un effet finalement assez négatif sur l'image du programme. On peut aussi avoir un attachement à ce qu'on ne consomme pas. Exactement. Rodolphe, toi, il y a moins de codes dans ton secteur, puisqu'il n'y a pas vraiment de programme de fidélité. Mais... Il y a moins de codes, mais je pense que, je reprends un point, Isabelle, c'est l'enjeu de craquer le modèle. Encore une fois, on est sur un modèle relationnel très faible aujourd'hui, très très faible, avec un enjeu, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a très très peu de relations avec son assurance. Et donc notre enjeu à nous, ça va être de redevenir présent dans le quotidien. Je pense que c'est notre leitmotiv, mon leitmotiv, du moins actuellement, mon mantra, c'est réussir à être présent dans le quotidien de nos clients. Et ceci pour plusieurs raisons. Comme je l'évoquais, il y a le rapport du value for money, d'une part, tout à l'heure, mais également pour dépondérer aussi ce moment de preuve relationnelle avec le client qui est la gestion du sinistre. 75% généralement des portefeuilles clients particuliers des assureurs sont des clients détenteurs de produits auto ou habitation. Il faut savoir que la fréquence de sinistre, ce qu'on espère le moins possible bien évidemment, elle est de 7 à 10 ans en fonction des produits, entre 7 et 10 ans. Sachant que le client a le temps de sortir 2-3 fois et de revenir 2-3 fois entre-temps, sans avoir eu la moindre preuve relationnelle. Et in fine, quand vous n'avez pas eu de relation avec votre client, quand il se retrouve confronté au sinistre, lui, pour le client, c'est la preuve. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il verse 500 € par an de prime. Là, il compte en avoir pour son argent. Moment, bien évidemment, auquel l'assureur veut payer le moins possible, naturellement. Et donc, tout l'enjeu, c'est quand je parle de craquer le modèle, comme vous le soulignez, c'est vraiment d'aller dépondérer, de faire comprendre aux assureurs, aux techniciens, qu'il faut impérativement arrêter de prendre le moment de gestion du sinistre comme le moment de preuve relationnelle. On a un enjeu à le dépondérer. C'est pour ça que quand je repense aux bénéfices qu'on évoquait tout à l'heure, mais à travers les bénéfices émotionnels, il y en a un qui n'apparaît pas, mais qui pourrait être proche de l'utilitaire, c'est la sérénité. Être présent dans le quotidien, c'est-à-dire je ne vais pas créer d'émotions. Après, si vous voulez qu'on monte un club des clients fans de l'assurance, je veux bien tenter le coup, mais j'y crois pas trop. En revanche, arriver à travers le relationnel, les interactions, à générer un environnement de sérénité, que demain mes clients me disent « Ah mais moi je suis Generali, je suis serein. Ah, il va pas m'arriver un truc dans ma maison, ma voiture, en mobilité. Non mais je suis serein, je suis avec eux. » Voilà. Et ça va passer par différents codes. Et quand on revient sur craquer, il y a l'usage. Encore une fois, il faut qu'on arrive à faire consommer de l'assurance, ou même pas forcément de l'assurance, de la marque, dans le quotidien. Donc c'est ce à quoi on travaille, on œuvre, on teste, on POC ensemble avec Numberly actuellement. Et Numberly ne m'a pas demandé de faire la retape du truc, en plus, je tiens à le préciser, c'est moi qui insiste. Parce qu'on cherche réellement à être présent. Je vous donne un exemple en dehors de notre programme, mais c'est juste parce qu'il est un peu top secret pour l'instant, mais un exemple. On a un deal avec Verisure, comme quelques assureurs peuvent avoir, ou banquiers. Et typiquement, quand j'ai ouvert le deal, on offre au client une réduction sur son assurance habitation et sur son alarme, son installation d'alarme à la maison, s'il signe avec Verisure. Sauf que c'est très bien de vendre du Verisure, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'attachement à Generali. Et donc, au final, ne serait-ce que dealer avec Verisure pour que tous les clients qui sont passés par chez nous, ou via nous, sur leur porte d'entrée, il y a une petite plaque, non plus Verisure, mais Generali Verisure, pour que tous les jours, quand le client va mettre sa clé dans la porte, il voit qu'il est assuré chez Generali.
Et ça fait partie, in fine, de ces biais cognitifs. Planter ces petites graines dans le quotidien. Ce n'est pas une fois par an ou une fois tous les 3 ans où on doit faire la preuve de la sérénité et donner cette approche de sérénité. C'est dans le quotidien. C'est tous les jours où on doit pouvoir le générer. Et in fine, c'est ce qui va nous permettre de désensibiliser les clients aux tarifs. Sur ces produits d'entrée en relation, pour nous, le problème, c'est qu'ils sont drivés par le tarif. Avec les hôteliers, et pas pour les mêmes raisons, on est le seul marché où on a un intermédiaire qui est arrivé entre nous et le client, le comparateur. On est les seuls. Les banquiers ont réussi à le tuer très très vite. Nous, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi pour pas mal de raisons. Produit trop complexe, 50 questions pour avoir un produit à 200 €, c'est des trucs assez dingues. Mais, in fine, le problème, c'est que on doit regagner ce relationnel et sortir de cette approche uniquement basée sur le tarif. Et donc dépondérer le client au tarif. Donc ça fonctionnera par une marque forte. Plus la honor, et j'espère que je rebondis sur ce que vous évoquiez, plus la brand equity sera forte, plus la marque prendra du poids dans l'acte d'achat, du moins dans la décision d'achat. Et une fois que le client, je dirais, est loqué, dans le quotidien, délivrer du value for money pour absorber in fine ce déficit potentiel de rapport qualité-prix qu'il peut avoir. Ouais, moi, je veux bien aussi rebondir sur cette question des codes. En fait, c'est vrai que déjà, la question, c'est quoi les codes aujourd'hui des programmes de feed ? Et pour moi, il y a un code qui est essentiel, c'est le fait que dans la plupart des programmes, le code, c'est de dire on va accumuler des points proportionnellement à la consommation. En tout cas, c'est le raccourci cognitif que les gens font lorsqu'ils pensent à un programme de feed. Ils s'imaginent qu'ils ont des points qu'ils vont pouvoir utiliser après contre des cadeaux, des réductions et un certain nombre d'avantages. Et en fait, tous ceux qui ont essayé de s'éloigner de ces codes-là se sont un petit peu brûlés les ailes. Il y a Leclerc, à un moment, qui a essayé d'arrêter les points proportionnellement à la consommation. Ils y sont revenus très, très vite. Il y a Decathlon qui, il y a quelques années, a essayé de supprimer les points pour offrir d'autres types d'avantages. Ça n'a pas fonctionné. 6 mois après, ils ont fait machine arrière. Ils ont remis des points et des chèques cadeaux, etc. Donc, on sent quand même que c'est très difficile de s'éloigner de ces codes. Or, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée depuis le début, mais qui me semble absolument fondamentale, c'est comment on va repenser ces programmes à l'aune des enjeux de sobriété, des enjeux environnementaux, parce que aujourd'hui, finalement, des programmes de feed, c'est quand même des outils qui aident à faire qu'on va stimuler de la consommation, qu'on va inciter à consommer plus souvent, et c'est plus trop dans l'air du temps. Donc, comment on fait pour transformer les programmes, casser les codes justement dominants, pour que les programmes s'inscrivent en soutien de ces enjeux de sobriété. Alors, certains acteurs ont déjà initié des choses extrêmement intéressantes, notamment en permettant de cumuler des points sur des produits, enfin plus de points sur des produits qui auraient un écolabel. C'est ce que fait Decathlon, par exemple. On peut maintenant cumuler des points en faisant autre chose que consommer. Par exemple, si on laisse des avis sur les produits, si on s'inscrit à la newsletter, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans le sens où elles permettent de s'écarter de ce code dominant où finalement, pour bien faire, il faudrait consommer en fait. Bon, alors après, toute la question qui reste ouverte, c'est sans doute qui est aujourd'hui en capacité de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et quel type de comportement on va récompenser et quel type de produit on va valoriser. Voilà, ce sont des questions de légitimité des marques qui s'ouvrent et auxquelles on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que casser les codes, pour moi, c'est aussi se dire voilà, comment on sort de ce schéma. Un programme, c'est pour stimuler de la conso et on récompense que la conso pour aller vers autre chose. Merci beaucoup. On va se parler un petit peu de valorisation maintenant. Il y a encore quelques années, et c'est vrai pour de très très bons annonceurs, la valorisation d'un programme de feed, au fond, c'était combien d'argent est-ce que je dois mettre sur la table, que ce soit dans le setup de mon programme, les plateformes, l'infra, les équipes qui vont le faire et la valeur des points qui vont être consommés. Et en échange de quoi, je vais aller récupérer normalement du repeat purchase et peut-être de l'augmentation de panier moyen. Et donc, quel est l'équilibre économique que je peux trouver ou jusqu'où est-ce que je pourrais aller investir pour récupérer peut-être 4%, 5%, 6%, ce qui est considérable évidemment, de revenus additionnels.
Et ça, c'était vrai quasiment systématiquement jusqu'à il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a 2 notions complémentaires qui s'ajoutent à ça. Il y a celle que tu viens de mentionner. Si on doit consommer différemment ou mieux ou de façon plus sobre, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y en a une autre qui est liée à tout ce qui a été raconté depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire la valorisation des données first party. Si au fond, l'enjeu d'un programme de feed, ça n'était pas uniquement de générer plus de consommation, mais que c'était d'aller aider à accélérer la patrimonialisation des données, comment est-ce qu'on pourrait valoriser ces données pour aider à justifier un investissement dans un programme de feed ? Non, mais c'est une bonne question. Vous êtes bien embêté maintenant. Hein, ouais. Alors, ouais, je ne donnerais pas de valeur incrémentale. Je ne donnerais pas de valeur incrémentale ou de calcul de bénéfice incrémental. Néanmoins, on pourrait potentiellement un peu le calculer. Dans le sens, bon, le point est un peu capillotracté, mais je reviens sur la nécessité pour l'assureur d'augmenter son volume d'interaction. À partir du moment où on va augmenter le volume d'interaction, on va mécaniquement optimiser la satisfaction et la capacité de recommandation qu'on peut mesurer à travers le Net Promoter Score. On connaît ces biais, mais c'est quand même une valeur sûre, tangible, le Net Promoter Score. Et typiquement, quand on le regarde, moi je regarde chez Generali, un client contacté et avec un vrai relationnel versus un client non contacté sans relationnel, c'est un écart de 34 points cette année. 34 points de NPS. On peut demander à tout le monde dans la salle qui utilise du NPS, faire un gap de 34 points, je pense que tout le monde veut le prendre. Et voilà, il suffit d'avoir un bon relationnel, avoir un minimum de relationnel, et typiquement, les contacts à valeur, ça pèse près de 40% de cette note. Donc si derrière, c'est un travail qu'on fait mais assez compliqué, mais de valoriser in fine un point de NPS, en équivalent euro, on va dire, un point de gagné, un point de perdu, on peut arriver sur une approche à minima incrémentale. Sur une vision beaucoup plus court-termiste et opportuniste, moi aujourd'hui je le valorise essentiellement comme, on va couper l'enregistrement, levier de contournement un peu de RGPD, où aujourd'hui j'ai un niveau de consentement quand même qui est assez faible. On a généralement simplement nos intermédiaires ne savent pas aller chercher du consentement. Déjà qu'il était compliqué de les onboarder à aller chercher de l'email, du mobile, de les motiver à pousser les clients à utiliser les espaces clients. La notion de consentement sur le terrain à les faire acquérir est très difficile. Merci. Et vous, Isabelle ? Alors nous, alors évidemment, programme dont le but est de générer le réachat, on mesurait les membres, le chiffre d'affaires des membres versus, ou le taux de rétention plutôt des membres versus les non-membres, et il était de 3,5 fois plus fort les membres versus les non-membres. Alors après, les détracteurs nous disaient oui, mais forcément, c'est forcément les gens, les voyageurs les plus fréquents qui sont dans le programme. Donc du coup, on a poussé les études un peu plus loin et on a regardé à niveau de consommation équivalent entre ceux qui utilisent leurs points et ceux qui ne les utilisent pas. Et en fait, le taux de revisite, le taux de rétention est 80% supérieur pour ceux qui utilisent leurs points. Parce qu'une fois qu'ils ont utilisé leurs points, ils ont compris le bénéfice que pouvait leur apporter le programme et ils sont vraiment engagés. Et ça, c'est vrai, quel que soit vraiment un niveau de consommation équivalent. Ensuite, dans ce qu'ont fait les compagnies aériennes et les hôteliers, c'est aussi passer un certain nombre de partenariats où en fait on monétise notre monnaie pour mettre notre programme au service, la puissance de notre programme au service de nos partenaires. Donc typiquement, je vous donne un exemple. Vous êtes membre Flying Blue, vous êtes membre All, vous louez une voiture chez Hertz, vous allez gagner des miles, vous allez gagner des points All, et en fait, ces miles, ces points sont payés par Hertz. Donc en fait, pareil pour les cartes co-brandées. Les points que vous allez gagner avec votre carte co-brandée, la carte Visa All Pay ou la Flying Blue American Express, c'est une source de revenus énorme pour les compagnies aériennes ou pour les compagnies hôtelières. Donc ça, c'est et pendant la crise Covid, vous savez, les hôtels étaient fermés dans le monde entier. Hein, pour toutes les compagnies, pour toutes les chaînes hôtelières, ça a été extrêmement dur. Et nos concurrents américains, qui en plus, comme ils ont une valeur opaque de leur monnaie, ils vendent les points.
ils se sont générés de la trésorerie en vendant des points à tire-larigot à leurs membres, et ça leur a permis de résister pendant la crise Covid. Donc il y a plein de façons différentes de valoriser un programme de feed, dans le travel en tout cas. Assez original comme façon de valoriser. Merci beaucoup. Avant-dernière question. On va commencer par Virginie, si tu permets. Est-ce que les programmes de fidélité vont se réinventer avec le Web 3 ? Alors Web 3, NFT, blockchain. Tu en auras un de bullshit ? Alors, je ne suis pas spécialiste du Web 3 et dans la salle, effectivement, notre collègue Laurent Flores est normalement présent, je l'ai croisé tout à l'heure, qui est grand spécialiste du Web 3, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle Metaverse Marketing, qui permet d'aller plus loin sur ces questions. J'ai quand même tenté de répondre avec mon regard à moi, en tout cas. Souvent, on associe le Web 3 effectivement à la technologie blockchain, et c'est vrai que quand on regarde un peu comment s'organisent les programmes de fidélité aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse que cette technologie va fortement venir perturber cet écosystème, dans le sens où aujourd'hui, finalement, les programmes sont assez en silo les uns vis-à-vis des autres. Chaque marque a son programme. On peut imaginer que la blockchain demain, elle permette finalement d'avoir pour chaque consommateur, pour chaque individu, une sorte de wallet ou de portefeuille électronique où il va pouvoir collecter des jetons en provenance des différentes marques, à l'instar de ce qu'on collecte aujourd'hui sous la forme de points de fidélité, et que ces points, il puisse les concentrer dans un pool relativement unique, unifié, et puis que ces points, ensuite, ils puissent les valoriser auprès de partenaires distincts, et pas forcément auprès des enseignes sur lesquelles il a collecté les points. Alors, peut-être la première réaction que vous pourriez avoir, c'est de dire en fait, ça n'a plus d'intérêt, parce qu'une marque, elle a intérêt à ce que les consommateurs dépensent les points qu'ils ont collectés chez elle dans une logique de développement de leur modèle d'affaires. Mais en fait, finalement, quand on en revient à l'essence des programmes aujourd'hui, l'idée, c'est quand même, le vrai problème, c'est l'engagement des clients. C'est le fait que les clients accordent de la valeur au programme, ils trouvent aussi un intérêt et soient impliqués dans le programme. Quand on regarde les chiffres des clients dormants qui ont les cartes, qui ont les programmes, mais qui ne les utilisent pas, c'est vrai que ça invite à se poser quand même des questions. Et donc, le fait de se dire, un client qui va cumuler des points dans mon enseigne, il va pouvoir aussi les utiliser ailleurs, mais ce n'est pas un problème parce que finalement, il va avoir de la valeur nouvelle à les collecter. Je pense que c'est intéressant et c'est ce que permettrait potentiellement la blockchain qui pourrait révolutionner un peu la manière dont on organise les programmes aujourd'hui. Et puis, quand on parle Web3, on parle aussi métaverse, souvent. Et il est vrai aussi que le métaverse ouvre un univers des possibles beaucoup plus important que ce qu'on fait jusqu'à présent sur la manière dont on va interagir avec les clients. Certaines marques se sont emparées de ce sujet. Je pense par exemple à ce qu'a fait récemment la marque Charlotte Tilbury dans l'univers des cosmétiques, où elle a ouvert je crois qu'on a une photo qui s'affiche, un magasin dans le métaverse où les clients ont leur avatar et peuvent venir dans le magasin et parlent à l'avatar de Charlotte Tilbury qui, grâce à la technologie, s'exprime effectivement de manière extrêmement personnalisée sur les recommandations produits, etc. Évidemment, Charlotte Tilbury, dans la vie réelle, on ne pourrait pas imaginer qu'elle puisse recevoir individuellement les clients et les servir en boutique, évidemment. Donc, finalement, le métaverse, ça ouvre aussi des possibilités d'interaction, de personnalisation absolument inédites qu'on pourrait demain imaginer réservées aux clients fidèles et avoir cette approche vraiment très customisée. Donc, peut-être qu'il y aura aussi des surprises sur cette dimension-là. Merci beaucoup. Et à titre juste illustratif, il y a évidemment la blockchain, le NFT, le métaverse, mais tu parlais tu n'as pas utilisé ce mot-là, mais au fond d'interopérabilité d'un programme. On a mis ici l'exemple de Starbucks. Si vous n'avez pas été regarder ce qu'ils ont fait, jetez-y un œil, c'est intéressant parce que c'est exactement leur pari. C'est au fond de faire un programme le plus transverse possible avec probablement de nombreuses marques à venir, en se disant est-ce que l'attachement à Starbucks c'est très bien, mais l'utilisation du programme, quel qu'en soit l'usage, c'est encore beaucoup plus important. Merci beaucoup à vous trois pour votre temps. Peut-être un tout dernier mot. Je vois Kat qui me dit maintenant il faut vraiment s'arrêter. Alors un tout dernier mot, mais en une demi-seconde. L'un de vous trois ou les trois en même temps, comme vous voulez. Est-ce qu'à titre personnel, on a beaucoup parlé de vos avis professionnels du marketing, est-ce que vous avez un programme de feed que vous aimez ? Moi j'en ai deux. J'ai McDo parce qu'il est généreux. Et puis Nespresso parce que j'adore. J'ai l'impression de rentrer dans une joaillerie quand je vais dans un magasin Nespresso. Donc j'adore.
Moi, je ne vais pas être très originale, mais je pense que justement, c'est volontaire parce que je pense qu'il ne faut pas chercher forcément à être original en matière de programme de fidélité. Il faut chercher à faire simple. Et je pense que la dernière refonte du programme de Decathlon, pour moi, c'est vraiment un très beau cas d'école. Alors, j'aime bien cette marque, donc je ne suis peut-être pas très neutre. Mais je trouve qu'ils ont réussi vraiment ce tournant qui me semble fondamental de repenser les règles de Earn, de la manière dont on va collecter les points et de la manière dont on va les dépenser. Et donc maintenant, on collecte des points évidemment en fonction de sa conso, mais pas que. Si on fait un défi sportif, si on va participer à une action en faveur de la planète, etc., on va pouvoir collecter des points. Et le burn, ce qu'ils mettent en avant en premier, c'est pas forcément les chèques cadeaux, mais c'est le fait de pouvoir faire don de ces points à une association humanitaire. C'est le fait de pouvoir faire une action en faveur de l'environnement. Et je pense que c'est un début de tournant vers des programmes plus sobres qui est à saluer. Merci. Moi, j'ai toujours été personnellement un grand fan de Flying Blue, mais donc sans flagornerie aucune, rassurez-vous. Non, mais l'approche relationnelle, c'était le premier comme ça, et je trouve que voilà, l'approche de reconnaissance et tous les bénéfices qui ont été tirés derrière, ça reste pour moi le cas d'école. Beaucoup d'autres sont trop des programmes cadeaux, contrairement à celui-là. Isabelle, Virginie, Rodolphe, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.